Les amis, on analyse la fin de la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs qui a eu lieu hier soir. On va parler de la poule G et de la poule H. On évoque d'abord les matchs de la Juventus Turin et de Manchester City, et les deux mastodontes européens se sont qualifiés en l'emportant pour la deuxième fois consécutive dans la compétition. La Juventus tout d'abord, qui a facilement disposé du Wydad Casablanca 4-1, puis Manchester City qui a encore plus facilement disposé de son adversaire que la Juventus Turin, puisque les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 6-0. On a une poule assez déséquilibrée où on a deux gros clubs européens qui sont quand même avec deux équipes beaucoup plus faibles. On a le Wydad qui avait pourtant montré des choses assez intéressantes face à Manchester City lors de la première journée, qui est revenu encore à 2-1 sur la rencontre d'hier face à la Juventus, mais globalement on a affaire à une poule qui est sacrément déséquilibrée. Et d'ailleurs la Juve et City sont qualifiés au bout de deux matchs, et les deux clubs s'affronteront lors de la troisième journée pour un match de prestige entre deux gros clubs européens pour décider qui finira premier, et celui qui finira deuxième pourrait affronter le Real Madrid lors du prochain tour. Donc il convient absolument de finir premier de ce groupe-là pour éviter un mastodonte européen en huitième. On va parler plus en détail de ce match entre la Juventus Turin et le Wydad Casablanca. La Juve a rapidement mené 2-0 grâce à un Kenan Yildiz des grands soirs, et ça a été le problème du Wydad Casablanca sur l'ensemble des deux matchs. C'est que il y a des choses intéressantes, on voit une équipe qui a de la qualité, mais globalement c'est une équipe qui prend des buts beaucoup trop tôt, et ça te sort de ton match. Lorsque tu fais une causerie, lorsque tu fais une préparation, etc., tu t'attends pas à prendre des buts aussitôt, et derrière ça redistribue les cartes pour l'ensemble de la partie. Et je pense que le Wydad a subi le fait d'avoir essuyé des buts aussitôt dans les rencontres, et ça c'est dommage, et c'est peut-être un manque d'expérience aussi. Ça montre que ce sont des clubs qui manquent un peu d'expérience. En Europe, tu n'as pas le droit de ne pas rentrer directement dans ton match, alors que dans d'autres zones finalement comme l'Afrique, comme l'Asie, comme l'Amérique du Sud, tu peux peut-être te permettre des fois d'avoir des moments d'absence, mais face à des gros clubs européens qui disposent de meilleures individualités que toi, tu te dois de mettre de l'intensité pendant 90 minutes, et la moindre erreur pourrait être payée cash. Et c'est ce qui s'est passé hier avec un Kenan Yildiz qui a été énorme. Et je pense que Igor Tudor a quelque chose à explorer avec ce trio offensif, que ce soit Conceição, Kolo Muani et Kenan Yildiz. Je pense que les trois joueurs associés, ça peut être vraiment super intéressant. On a un Yildiz qui peut rentrer sur son pied droit, qui est un joueur plutôt axial, qui peut laisser le côté à son piston. De l'autre côté, c'est pareil, Conceição qui va souvent rentrer sur son pied gauche, et Kolo Muani qui va davantage prendre la profondeur. Donc on a deux profils très techniques sur les côtés qui peuvent se montrer beaucoup plus axiaux, et un Kolo Muani qui va prendre davantage la profondeur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer. Kolo Muani peut aussi apporter quelque chose de différent, c'est qu'il peut aussi s'exporter dans la largeur pour apporter de la profondeur sur un côté, là où Kenan Yildiz peut aussi repiquer dans l'axe en faux neuf. Donc je pense qu'il y a une formule qui peut être vue par Igor Tudor, être analysée en vue de la saison prochaine. Je pense qu'il tient vraiment quelque chose de grande qualité, le coach croate, parce que tu as des joueurs de talent avec des profils assez différents. Yildiz, Conceição, les deux n'ont pas pu pleinement s'épanouir encore depuis qu'ils sont arrivés à la Juventus Turin, mais je pense que la saison prochaine, avec une ligne directrice claire, ça pourrait vraiment être intéressant pour la vieille dame, même si encore une fois on ne va pas s'emballer. Ça reste deux adversaires assez faibles auxquels la vieille dame a été confrontée, même s'il faut louer la super performance de Kenan Yildiz qui a été absolument énorme hier, et c'est un joueur de très grande qualité qui a une superbe frappe, qui est très bon dans les petits espaces. Personnellement, je le trouve meilleur qu'Ardagulaire. Si on parle des talents turcs, on parlera d'Ardagulaire juste après, mais globalement, la Turquie a deux cracks de très haut niveau et assez jeunes en plus. Ils ont tous les deux 20 ans, mais je place Kenan Yildiz tout de même au-dessus. Je le trouve très intéressant là aussi, le jeune international turc. Donc voilà, Igor Tudor va pouvoir exploiter un peu cette piste-là. Et ce qu'on doit retenir de cette partie entre la Juve et le Wydad Casablanca, c'est que le Wydad a eu le vilain défaut sur ces deux matchs-là de prendre des buts assez tôt, donc ça les sortait de leur match et ça redistribuait les cartes de la suite de la rencontre. La Juventus Turin a quelque chose à explorer avec ce trio offensif de qualité, la très grande performance de Kenan Yildiz. La Juve est qualifiée au bout de deux matchs après deux cartons offensifs. On parle aussi de Manchester City. Pep Guardiola a opéré un petit turnover avec les titularisations de Nico Gonzalez ou encore du jeune Echeverry devant, qui a inscrit un superbe coup franc, le jeune argentin qui arrive en provenance de River Plate. Donc petit turnover tout de même. On a eu Akanji sur le côté droit, Kusanov a réintégré le 11, Ortega a occupé les buts de City, Aït-Nouri effectuait ses débuts en tant que titulaire du côté des Sky Blues. Donc on a eu un petit turnover là aussi. Cherki et Reinders ont été mis sur le banc au même titre que Phil Foden notamment. Donc on voit qu'il y a eu un petit turnover qui a été fait par Pep Guardiola, et ça s'est pas vraiment vu puisque Manchester City s'est imposé 6-0. Gundogan, qui disputait ses premières minutes dans la compétition, y est allé de son doublé. Puis les entrants en jeu ont aussi apporté énormément avec Ryan Cherki et Oscar Bob qui ont tous les deux marqué. Globalement déçu par cette équipe d'El Ain, comme je l'avais dit lors du
premier match après la première rencontre face à la Juventus Turin, je pensais que cette équipe elle allait proposer beaucoup plus d'adversité. Finalement, avec Auckland, on est peut-être sur les deux équipes les plus faibles du tournoi. Récital offensif de Manchester City, il n'y a pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que Ryan Cherki a inscrit son premier but sous les couleurs de Manchester City, qu'il faut souligner l'impact des remplaçants, qu'il faut aussi dire que City vient pour sauver sa saison. Donc il y a une volonté aussi d'aller au bout dans cette compétition et City va devoir affronter la Juve lors de la troisième journée, une troisième journée qui va être super intéressante. La Juve avait battu Manchester City en Ligue des Champions, c'était en janvier dernier, peut-être qu'il va y avoir une revanche, mais en tout cas on va avoir un autre choc entre deux clubs européens. On avait déjà eu un PSG Atlético, on va avoir un Bayern Benfica aussi lors de la troisième journée, on va avoir aussi un Real Salzbourg, donc globalement il y a des clubs européens qui commencent à s'affronter, on va se rapprocher de plus en plus de ce genre de rencontre entre clubs européens. Il y aura peut-être aussi des clubs brésiliens qui seront là en huitième de finale, donc j'ai hâte de voir un peu ces chocs qu'il y aura entre les clubs brésiliens et les clubs européens. Ça va valoir le détour, je pense. On peut parler aussi de l'autre poule, la poule du Real Madrid, de Salzbourg, avec cette équipe du Real qui était opposée à Pachuca et les Merengues se sont imposés 3 buts à 1. Pourtant, ça n'a pas été facile puisque Raúl Asensio a fait du Raúl Asensio en prenant un carton rouge très tôt dans le match, dès la 7e minute. Je pense que ce joueur-là a des problèmes d'attitude, d'impulsivité qui peuvent l'empêcher de jouer de manière pérenne au Real Madrid. Je ne sais pas si Asensio va s'éterniser du côté du Real. C'est un défenseur de grand talent, il l'a montré. C'est un défenseur aussi qui a beaucoup de mental parce qu'il fallait le faire quand même pour venir intégrer cette arrière-garde de la Maison Blanche en pleine saison, en plein marasme, dans ces difficultés qu'a pu rencontrer le Real pendant la saison 2024-2025. Mais à côté de ça, il y a aussi un joueur qui a un tempérament assez volcanique, très impulsif, et je ne sais pas s'il correspond vraiment à ce que peut être le Real Madrid. Alors on a eu Sergio Ramos à l'époque, mais Ramos avait le mérite d'être un excellent défenseur. Je ne dirais pas autant pour Raúl Asensio. Donc là aussi, Raúl Asensio a pu mettre ses coéquipiers dans une sorte de galère, mais derrière le Real s'en est très bien sorti, et ce qui montre encore une fois l'écart qu'il peut y avoir entre les grands clubs européens et les clubs qui sont en Amérique du Nord ou en Asie, parce que même à 10 contre 11, tu t'imposes quand même 3 buts à 1 avec 3 très beaux buts. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas vu le Real construire des actions d'une telle qualité. Et en plus, ce qui m'a surpris, c'est que sur les deux buts de Bellingham et de Güler, les deux marquent sur leur mauvais pied. Bellingham il marque du gauche alors qu'il est droitier et Güler marque du droit alors qu'il est gaucher. Et ça, c'est super intéressant, des joueurs qui exploitent toute leur palette technique, et on l'a vu encore hier. Et le très beau but de Valverde qui a la récupération du ballon, qui a la passe et qui derrière va se projeter dans la surface de réparation. Alors il le faisait déjà sous Ancelotti, mais c'est quelque chose que Xabi Alonso va explorer aussi. On peut également parler de Dean Huijsen qui a réalisé un superbe match pour sa deuxième titularisation sous le maillot du Real Madrid. Il a dû prendre en main une défense amputée de son compère Raúl Asensio, et il l'a fait avec brio, très jeune pourtant, c'est ses premiers matchs, et pourtant il a eu beaucoup de cran encore hier. Et c'est vrai que cette équipe de Pachuca, elle est quand même relativement faible. Alors, on peut quand même dire que Raúl Asensio a eu un problème d'attitude, que c'est un peu bête de s'être fait expulser de cette manière-là, mais sur les 7 minutes qu'il joue, il subit l'enfer face à Salomon Rondon, tant le Vénézuélien a proposé un défi physique de très grande qualité au jeune international espagnol. Donc on peut aussi le dire, c'est vrai que Salomon Rondon, c'est pas un attaquant facile à prendre. On peut critiquer la faiblesse de cette équipe de Pachuca, mais globalement Rondon a toujours été un attaquant très besogneux et très dur à prendre pour un défenseur central. Donc voilà, il faut quand même le souligner là aussi. Cette équipe de Pachuca, elle n'a pas montré beaucoup de qualité hier, mais la qualité qu'elle a montré, c'est qu'elle a un attaquant qui peut peser sur le défense, et face à ça, Huijsen a su réagir malgré l'expulsion de son compère de défense centrale. Donc voilà, le Real s'impose 3 buts à 1. Le Real va devoir s'imposer lors de la dernière journée, parce que si Al Hilal bat Pachuca et que Salzbourg bat le Real Madrid, le Real serait éliminé. Et ça, c'est le pire scénario pour la Maison Blanche. Maintenant, on va pas se mentir, le Real Madrid va affronter Salzbourg. Les deux clubs s'étaient déjà affrontés en Ligue des Champions cette saison. Le Real l'avait facilement emporté. Donc je pense que le Real va continuer sur cette lancée, et ça pourrait faire les bénéfices d'Al Hilal. Al Hilal qui a affronté justement Salzbourg, et dans un match plutôt équilibré. On a eu un match nul 0-0. Salzbourg a eu deux grosses occasions en deuxième mi-temps. La première, elle a buté sur Yacine Bono, puis la deuxième, elle a été sauvée sur la ligne par Kalidou Koulibaly. Donc Al Hilal a frôlé la correctionnelle, mais Al Hilal s'est aussi procuré des occasions. Je pense à un superbe décalage de Malcolm sur le côté gauche qui va derrière buter sur le gardien. Je pense voilà, à des actions aussi qui ont été bien menées par cette équipe d'Al Hilal, mais globalement on a eu un match plutôt équilibré, mais ce match-là je le voyais comme ça, je le voyais plutôt équilibré, et cette équipe d'Al Hilal qui est déjà au goût de Simone Inzaghi, parce qu'elle n'a pas marqué le moindre but et elle n'a pas encaissé le moindre but depuis le début de la compétition. Enfin, elle n'a pas encaissé le moindre but sur ce match-là, et sur le match face au Real Madrid elle a encaissé un seul but. Donc globalement on est sur une équipe qui est assez solide d'un point de vue défensif. Un seul but pris en deux matchs face à des clubs européens. Je me suis trompé, j'ai cru que les deux matchs c'était 0-0, mais globalement un seul but pris
sur l'entièreté des deux matchs, ça montre quand même une certaine forme de solidité défensive de la part de cette équipe saoudienne. Donc c'est super intéressant. Là aussi, elle est déjà au goût de Simone Inzaghi. Elle est tellement au goût de Simone Inzaghi que cette équipe, malgré son potentiel offensif, elle ne parvient pas à marquer beaucoup plus de buts que ça. Donc c'est assez intéressant. On l'avait vu avec l'Inter de toute façon, et ça a été le problème de cette équipe de l'Inter de Simone Inzaghi, c'est qu'on était sur une équipe qui globalement avait du mal à marquer beaucoup de buts, même si ça a été un peu démenti sur la demi-finale face au FC Barcelone en Ligue des Champions, mais globalement on a été sur une équipe qui a eu du mal à marquer des buts, qui a eu du mal à se procurer des occasions parce que ça manquait de joueurs créatifs, ça manquait de joueurs de percussion. Et là avec Al Hilal on est un peu dans le même délire par rapport à Simone Inzaghi, c'est qu'on a affaire à une équipe qui est très solide. Tu fais clean sheet contre cette équipe de Salzbourg, tu prends qu'un seul but face au Real Madrid où il y a quand même Vinicius, il y a quand même Bellingham, Rodrigo, etc. Mais tu n'en marques pas beaucoup pour autant. Donc ça montre aussi que cette équipe d'Al Hilal, elle peut déjà être au goût du technicien italien. Le scénario pour Al Hilal, il est tout simple. Il va falloir battre Pachuca et espérer que le Real ou Salzbourg perdent, ou alors un match nul entre les deux clubs et derrière une différence de but suffisante pour pouvoir se qualifier. Personnellement, je suis assez confiant. Je pense qu'Al Hilal va se qualifier. Je pense qu'Al Hilal va battre Pachuca et va profiter du match entre le Real Madrid et Salzbourg pour se qualifier, parce que de toute façon, il y a une des deux équipes qui va perdre des points et ça va profiter aux Saoudiens. Et je pense que ce Al Hilal Salzbourg, c'était vraiment un match extrêmement équilibré, mais on peut reconnaître que cette équipe saoudienne, elle réalise un bon début de compétition. Tu peux avoir des regrets hier sur la rencontre face à Salzbourg, peut-être que tu aurais pu gagner, mais tu aurais pu perdre aussi. Et face au Real Madrid, tu as quand même accroché le match nul face aux champions de la Coupe d'Europe en 2024. Et ça, c'est pas anodin, d'autant plus que ton coach vient d'arriver. Donc c'est assez intéressant. Là aussi, ce soir, il va y avoir le début de la troisième journée avec Seattle Sounders, Paris Saint-Germain, Atlético, Botafogo. Il va y avoir aussi la poule de Palmeiras. Il me semble qu'on va avoir un Palmeiras Inter Miami. Donc ça va être aussi très intéressant. Est-ce que Palmeiras va finir leader de sa poule? Est-ce que Botafogo aussi? Donc voilà, on pourrait avoir un PSG Inter Miami dès les huitièmes de finale avec Messi qui ira affronter le Paris Saint-Germain. On pourrait avoir un Palmeiras Botafogo, un derby 100% brésilien. L'Atlético peut-il encore se qualifier? Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux sur la journée d'aujourd'hui et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.